pour la dernière étude de cas de la matinée. C'est le cas Rexel, où là, on va voir comment on met en place dans un groupe international, mais aussi décentralisé, donc un peu un mixte des deux interventions précédentes. Donc on cumule les deux, la formation, et comment on fait en sorte de... on va déployer cette culture formation dans ce groupe décentralisé international et faire en sorte que chaque entité soit un labo d'expérimentation, donc dans une vingtaine de pays, c'est ça, hein, et notamment en se basant sur des communautés apprenantes actives. Donc Geoffrey et Carnot, qui est Group Learning chez Rexel, Group Learning Officer, pardon, chez Rexel, va nous raconter tout ça. Donc on va parler de communauté d'apprentissage et de plein d'autres choses. À toi. Parfait. Donc, merci beaucoup et félicitations, on peut tenir malgré la pause déjeuner, c'est tout à fait apprécié. Et en effet, donc on va parler sur deux sujets majeurs dans le cadre de cette étude de cas. Donc de base, culture d'apprentissage et comment développer une culture d'apprentissage, particulièrement après le lancement d'un LMS. On est vraiment sur un épisode 2 dans ce cadre-là. Et en parallèle, la décentralisation. Souvent, on voit la logique d'une culture d'apprentissage comme une envie qu'on veut finalement d'universel, partagé à tous les apprenants. Et par définition, décentralisation veut dire pluriel. Et le choix qu'on a voulu prendre dans le cadre de Rexel, c'est de changer un peu de paradigme et non pas voir la décentralisation comme un frein au développement d'une culture d'apprentissage, mais comme un véritable levier de développement pour ancrer cette culture, voire l'optimiser si besoin, et ce, particulièrement avec les différents acteurs de ce que j'appellerais la chaîne de valeur learning, nos populations RH, nos experts, nos populations en général et nos populations dirigeantes. Nous verrons ça un peu plus tard. Pour mettre un petit peu de contexte dans Rexel et notre projet et particulièrement aussi nos challenges, Rexel, nous sommes des spécialistes de la revente de matériel et de solutions liées à l'électrification et à la transition énergétique. Donc, autant vous dire, et je pense que c'est le cas pour tous les acteurs du retail, que nos métiers évoluent de manière drastique, évoluent de manière continue. Nos produits, nos solutions, nos clients, le positionnement qu'on doit avoir avec nos clients, si on n'offre pas une possibilité de développement et d'évolution de nos collaborateurs de manière continuelle, on est mort, littéralement. Je pense que c'est quelque chose de partagé dans notre activité. En parallèle, nous sommes 27 000, sur une petite vingtaine de pays, sur 8 langues, et avec la décentralisation comme véritable part de notre ADN. Rexel a toujours été décentralisé. C'est quelque chose qui ne changera pas, qui apporte des avantages, mais aussi des inconvénients, et des éléments qu'il faut prendre en compte, finalement, dans notre mise en place de stratégie. Une nouvelle équipe learning est arrivée justement entre 2022 et 2023, dont je faisais moi-même partie. Et à la vue justement de la situation learning dans le cadre de Rexel, on a rapidement compris qu'il fallait évoluer d'un cap concernant justement notre culture d'apprentissage et notre offre de formation. Le première étape que nous avons mise en place, c'est changer d'outil, passer de différents LMS à un LMS centralisé, donc Powered by Docebo, dans une action quasiment de sprint, parce qu'on a mis toute la mise en place en 4 mois. Donc 4 mois intégration technique, 4 mois préparation finalement des équipes locales, 4 mois de change avec nos populations, pour arriver finalement à un résultat et une centralisation de notre outil de formation dans le cadre du groupe. Une action qui a été un succès. Pour être franc, on a eu de très bons retours quantitatifs et qualitatifs, mais souvent, une action d'éclat, vous avez un effet waouh, et quelques mois après, il y a un grand risque que le soufflet retombe si vous ne faites rien. Donc on a voulu éviter ça, et globalement, on avait deux possibilités d'action. Maintenant qu'on avait un outil centralisé, on pouvait proposer finalement une culture d'apprentissage 100% centralisée, une offre de formation 100% centralisée, une manière de penser la formation 100% centralisée. Une approche bottom-down à 100%. On savait que ça ne pouvait pas marcher sur Excel. Donc on a choisi une autre logique, finalement, qui est d'embrasser la décentralisation, permettre finalement aux pays, aux différents acteurs, de mettre en place leur propre logique, leurs propres actions, leur propre mise en place, pour enchaîner un maximum de best practices, et de fait, permettre finalement un meilleur développement de nos cultures d'apprentissage basé sur l'outil que nous avons sorti, et les fonctionnalités, bien sûr, qui y sont associées. Et on a commencé dès le début, hop là, mes excuses, avec nos entités locales, à comprendre nos HR locaux, nos communautés learning locales. Ce qu'on leur a dit, c'est que vous aviez carte blanche pour créer vos parcours, pour créer le logique, pour créer votre user experience, pour créer votre apprentissage, finalement, votre architecture d'apprentissage. Et de fait,
On a voulu partir avec un peu plus de 20 d'entités, créer en effet, et pour vous citer, une vingtaine de laboratoires d'expérimentation en mettant un cadre clair. Vous êtes libre, par contre, respectez où vous mettez vos contenus, respectez où vous mettez vos parcours, mais respectez où vous mettez vos pages pour que chacun puisse les voir et se nourrir de chaque. Ce qui veut dire que nous avions une vingtaine de situations, une vingtaine de problématiques, par définition. Si personne finalement prend le problème de la même manière, on a d'autres visibilités, d'autres points d'achoppement, et finalement aussi différentes manières de régler ces problèmes. Ce qui veut dire, au lieu d'avoir une approche centralisée, on a une globalité de best practices qui ont été partagées par tous les pays, avec une possibilité pour chacun de voir les évolutions de chaque pays ou de chaque entité. Et l'une des forces finalement de Docebo dans ce cadre-là, cette possibilité de finalement pluralité d'actions dans un cadre commun, donc en termes d'architecture ou en termes de reporting. Le premier point a été de créer ces best practices. Maintenant, il faut les partager. Et pour ce faire, on a vraiment accentué la capacité de fédération dans le cadre justement de nos équipes learning, pour assurer de manière finalement régulière, que ce soit mensuel en one-to-one entre le groupe et chaque pays, et finalement mensuel entre les différents pays, pour assurer le partage de ces 10 best practices, et assurer ensuite leur développement dans d'autres pays ou dans d'autres latéralités, notamment dans des zones qui n'ont pas l'habitude de parler ensemble. On a eu de très beaux exemples de formation sales à destination des managers qui avaient été créés en Australie, qui sont maintenant déployés au Canada, qui sont déployés en Slovénie, alors que c'est des pays qui changent assez peu. Même logique aussi, le parcours onboarding manager des États-Unis est maintenant utilisé en Allemagne. Chose qui, précédemment, n'aurait pas été possible, du moins dans la culture Excel. Là, je vous parle globalement en termes d'architecture RH, en termes de best practice, mais par définition, vous pouvez avoir le meilleur outil du monde, la meilleure user expérience du monde, si vous n'avez aucun contenu, ça ne sert à rien. Et particulièrement des contenus adaptés à notre situation. Comme dit précédemment, nous sommes finalement dans le domaine de la vente produit, donc un véritable besoin de se positionner et d'avoir la meilleure approche pour nos clients. Et l'un des points justement dans lesquels Docebo a été particulièrement utile, c'est qu'il est très facile et très pratique de partager du contenu ou de créer du contenu dans la plateforme. Globalement, en un clic, vous pouvez partager l'intégralité des contenus que vous voulez. En un clic, vous pouvez vous enregistrer justement pour partager votre expérience en face-to-face. Vous avez un outil de contenu, donc un content creator, qui marche un peu dans la même logique de Rise, qui permet aussi de créer justement des quiz, des petits éléments, vraiment une vingtaine de minutes, plus soutenu par l'IA maintenant. Et ça, c'était un véritable game changer, notamment pour nos pays de taille moyenne et de taille un peu plus réduite, à comprendre des pays avec historiquement moins de ressources pour créer de la formation. Et plus que, entre guillemets, la création en elle-même, ça a permis de faire sortir, entre guillemets, et d'identifier des experts dans différentes populations, particulièrement sales, notamment dans ces pays où il était plus compliqué historiquement d'identifier ces acteurs et de les onboarder dans des actions de formation. Par définition, ça coûte du temps, ça ne crée pas d'argent directement. Pour un vendeur, c'est compliqué, au sens très général. Raison pour laquelle on a maintenant, notamment sur les pays, on va dire, de taille moyenne, un peu moins de 500 personnes, une cinquantaine d'acteurs métiers qui accompagnent finalement les équipes locales pour créer un maximum de contenu, un contenu le plus adapté pour leur population. Nous avons parlé population RH, nous avons parlé experts locaux. Un autre acteur aussi qui est très intéressant à signaler et qui est peut-être le plus central dans ce cadre-là, c'est la population managériale. Même logique ici, chaque manager est en capacité de pouvoir partager un contenu ou partager un contenu nécessaire à sa population en quelques clics, qui aussi finalement un game changer par rapport à notre situation actuelle. On verra aussi ça finalement dans quelques slides précédemment, mais un manager est en capacité directe de pouvoir voir les données finalement de formation, voir les données de formation pour chacun de ses employés, qu'il s'agit des formations suivies, du type de formation suivie, du nombre de formations suivies, des formations obligatoires par exemple, et qui recentre le manager non pas seulement comme un manager, mais comme un expert du développement de leurs collaborateurs, qui est particulièrement intéressant dans ce cas-là. Et comme dit précédemment, on continue de passer cette étape et toujours à la main, non pas même pas des pays, mais des équipes dans ce cadre-là, qui est particulièrement intéressante. Et en parlant justement d'équipe au sens général, par définition, l'acteur central dans ce cadre-là est avant tout, ce que j'aimerais dire presque le client, mais ici le collaborateur en tant que tel, l'apprenant. Et de manière générale, par rapport justement à cette logique de culture d'apprentissage, on a voulu répondre aux deux problématiques centrales que nous avons décidé de changer de stratégie, qui finalement été partagées par nos populations.
Le premier, on n'a pas assez de contenu qui soit adapté à notre position, à notre rôle ou à nos besoins de développement. Deuxième point, même si on a, c'est compliqué d'y accéder. Parce que justement, mon temps est précieux, je n'ai pas le temps, de me perdre dans un outil pour trouver le bon contenu. Donc ça, c'était, on va dire, la logique en 2023. Ce qu'on a mis en place justement donc entre 2024 et 2025, premièrement, développer de manière drastique notre offre de contenu, avec justement la mise en place de Docebo. On a pu contractualiser avec un acteur qui s'appelle GoOne, je vous invite d'ailleurs à checker au niveau du stand, un provider de contenu qui nous donne accès à un peu plus de 65 000 contenus, qui est par définition assez développé. Et dans la logique, même dans le même cas justement de cette logique de décentralisation, on a laissé au pays la possibilité de laisser ce catalogue en libre service, à comprendre chaque utilisateur est en capacité d'aller dans les 65 000 et trouver l'événement qui lui convient, ce qui est le cas notamment pour la majorité de nos entités anglophones. Les 65 000 formations étant principalement en anglais, c'est sûr que le cadre de la langue aide dans ce cadre-là, même si on a toujours le risque de l'âne de Guridan. Trop de choix égale pas de choix, ce qui est toujours un risque, ou à l'inverse, autre possibilité, dire aux responsables pays RH ou aux responsables pays métiers d'avoir la capacité finalement d'explorer ces logiques de contenu, prendre les éléments, prendre les formations qui les semblent les plus importantes et les permettre, entre guillemets, de les utiliser pour développer des parcours déjà existants. Chose qui, historiquement, même logique, existait assez peu chez nous, du moins avant 2023. Et des retours, justement, qui ont été fortement qualitatifs. On verra ça un peu plus tard. Deuxième point, pour sortir, entre guillemets, aussi des logiques classiques dans ce cadre-là, on a voulu utiliser, finalement, nos pays et les fonctionnalités de la plateforme pour aller un peu plus loin en termes de contenu de formation en tant que tel. Et il y a ce qu'on appelle des événements coup de poing. On a ce qu'on appelle la Global Learning Week, point assez classique, une semaine de formation, donc avec une semaine de formation monde, dédiée à la formation monde, mes excuses, avec des actions de communication, des partages de contenu et des actions de gamification, mais des contenus qui sortent de l'ordinaire pour tester, entre guillemets, nos différentes populations et voir si on peut développer cette approche un peu plus en détail. Pour donner un exemple, l'année dernière, on a utilisé justement cette fameuse Global Learning Week pour partager des formations via présentateur IA. Globalement, notamment via Synthesia, il semble d'ailleurs que leur stand aussi est présent. Dans ce cadre-là, vous avez globalement un présentateur qui vous parle dans votre langue, l'une de nos 8 langues globalement, sur des sujets spécifiques. On avait peur du backlash concernant l'IA. Il s'est avéré finalement que c'était finalement un succès dans ce cadre-là, enfin du moins une bonne réception dans le cadre de nos pays. Et maintenant, c'est un outil qu'on utilise fortement sur nos formations complémentaires ou sont des mises en situation par rapport à des logiques de cybersécurité où quelqu'un, entre guillemets, vous parle apeuré en disant qu'il y a un vrai problème. Par définition, ça crée toujours un petit peu plus de reach dans ce cadre-là. Dernier point, en parlant d'intelligence artificielle, et pour faire le lien justement sur l'accès à la formation, l'un des points centraux, et justement qui a été une force autant des possibilités de Docebo que la manière de créer justement des contenus et les partager pour nos populations au niveau local, et la capacité d'accéder à ces formations de manière très rapide via IA générative. Dans Docebo, vous n'avez pas une barre de recherche, ou pas seulement une barre de recherche, vous avez un outil d'IA conversationnel qui vous permet de dire, oh, très bien, je cherche un ensemble, une formation sur des luminaires chez Schneider, globalement, on est dans les matériels électriques. L'outil va vous proposer justement, non pas une formation, ou non pas une liste de formations à l'après-vert, mais 3 formations spécifiques, et potentiellement, si ça ne correspond pas, vous pouvez discuter avec l'outil pour trouver la bonne formation. Et de fait, au lieu de vous perdre et de créer de la frustration, vous avez un élément interactif qui vous permet d'arriver directement à la formation que vous avez, et donc de la faire. Donc, même logique, on augmente de reach, et on évite, entre guillemets, de la perte qui était centrale dans le cadre de nos activités. Nous avons parlé population RH, nous avons parlé experts, nous avons parlé population tout court. Il y a peut-être une dernière population à couvrir qui sont nos populations dirigeantes. Et par définition, si on parle population dirigeante, si on parle COMEX, le seul élément qui, entre guillemets, qui permet une discussion sont les chiffres et les KPI, au sens très général. je vois des têtes qui nodent et c'est tout à fait compréhensible. Et l'une des beautés aussi de Docebo, c'est la capacité de pouvoir jouer avec la donnée de manière finalement facile. Nous avons finalement un outil central qui s'appelle Insight, qui permet de créer des Power BI, finalement aussi en quelques clics globalement, qui sont maintenant partagés finalement à nos acteurs, finalement partagés à nos COMEX et partagés finalement aux exécutifs de nos différents pays, selon pareil, les possibilités et les besoins qu'ont définis les pays dans ce cadre-là, pour définir notamment
le nombre de formations réalisées, le nombre d'heures réalisées, le nombre d'heures sur des formations non obligatoires réalisées, pour vraiment centrer sur le développement, voir des besoins spécifiques pour certaines entités. Vous avez notamment en Angleterre notre service IT qui a créé une logique spécifique sur le nombre de formations obligatoires réalisées, liées finalement au phishing, aux actions de phishing qui ont été réalisées. Des actions spécifiques qui sont mises en place dans l'outil et qui ont un véritable impact pour, entre guillemets, centraliser et supporter nos actions et notre volonté pour que la culture soit partagée, non pas seulement au niveau terrain, mais aussi au niveau décisionnel. On a parlé rapidement, hein, justement, de la logique managériale, mais je reviens justement sur le numéro 2, suivi local et obligatoire. Cette capacité pour les managers d'avoir une vraie vision sur leurs collaborateurs est quelque chose qui a été demandé depuis longtemps et quelque chose qui permet vraiment un véritable impact dans le cadre de nos points. Donc vraiment une vraie victoire de ce côté, on en est particulièrement content. Et le dernier point, le numéro 3, et ça c'est un élément pour être franc qui n'est pas encore présent et que nous aimerions développer à terme, c'est via notamment une fonctionnalité qui s'appelle Learn Data, qui permet de relier vraiment l'ensemble des données donc de Docebo à ce qu'on appelle un data lake au sens général, à d'autres logiques de données pour créer vraiment un ensemble, un Power BI globalisé. Notre but, à terme, c'est de pouvoir relier les données de Docebo aux données de vente de nos équipes. À comprendre, faire une corrélation directe entre les résultats mis en place justement dans le cadre des formations, les actions de formation, et à l'inverse, sur des profils qui sont peut-être un peu plus en retard sur leurs objectifs, peut-être le besoin de les aider sur des formations spécifiques, et donc avoir un véritable impact business qui peut se recentrer directement. Donc on sera ravis de revenir vers vous l'année prochaine avec ce sujet. Peut-être pour finir, des éléments aussi un peu plus spécifiques pour montrer justement l'impact de ces mises en place, en sachant que 2025 est la première année entière, globalement, avec Docebo. Nous avons lancé Docebo en avril 2024, entre avril et mai 2024, donc de fait, il nous manquait globalement un quarter et demi. Déjà de base, ces 2,90%, donc 4 collaborateurs actifs dans Skill Up, suivi des formations réglementaires, c'est des éléments qui sont centraux pour nous, sur lesquels nous maintenons. Nous devons être sûrs, entre guillemets, de pouvoir permettre, entre guillemets, à nos collaborateurs d'être compliant et d'avancer et de travailler de manière sécurisée, de par les formations qu'on partage. Nous, besoin d'avoir ce 90% de respecté, ou de plus de 90% selon les sujets. Et les collaborateurs actifs, 90% justement de collaborateurs actifs dans la plateforme, donc avec une activité de formation. Et sur les 10% restants, on revient justement d'ailleurs sur la discussion qui était mise en place à la réunion précédente, la problématique dans les centres logistiques, dans ce cadre-là. Toujours compliqué, entre guillemets, de pouvoir intégrer nos populations logistiques ou une partie de nos populations logistiques dans l'outil. Et ça, des sujets aussi sur lesquels nous travaillons, notamment via des logiques partagées ou des possibilités de développer un téléphone professionnel sur toutes nos équipes. Par définition, ensuite, ça reste un budget. Ensuite, peut-être les plus importants sont les évolutions de résultats sur l'activité de la plateforme. Les chiffres, entre guillemets, 2025 sont tombés. On a 15% de temps passé en plus en 2025 par rapport à 2024. Comme une évolution intéressante dans ce cadre-là. Notamment sur les formations obligatoires, on voit aussi une évolution dans ce cadre-là qui est particulièrement intéressante. On n'est pas forcément seulement sur une évolution, ce que j'appellerais obligatoire, dans ce cadre-là. Et les taux de complétion réalisés dans Skill Up, finalement liés à cela, le nombre de formations au sens général, pour assurer justement que nos apprenants n'ont pas se connecter sur la plateforme pour ne rien faire, mais vraiment pour compléter des éléments. Et de manière générale, un élément qui n'est pas sur la slide mais que je trouve intéressant, nous sommes à peu près entre 25 et 26 heures de formation par personne dans le cadre de Rexel, dans l'année. Donc on est content de ces résultats, mais c'est qu'un début, globalement. Donc on va pouvoir justement continuer ces éléments-là. On a de nouvelles actions qu'on va pouvoir mettre en place en 2026, notamment prochaine étape, en concentrant la formation sur vraiment une logique de skills, et en intégrant finalement les actions de formation directement dans des plans de mobilité avec des outils intégrés. On a des éléments qui se développent, on a notamment 365 talents qui vient d'être intégrés, on va dire, dans l'univers Docebo, donc à creuser ça avec beaucoup d'attention pour voir ce qui est possible de faire. Développer aussi, on a lancé un nouveau ATS il y a peu de temps, justement aussi en 2025, sur l'occasion de finalement capitaliser les deux outils pour permettre de véritables plans de développement interne et plans de mobilité interne liés finalement entre ces deux outils. Et tout cela en s'appuyant toujours sur 3 axes majeurs. La personnalisation des contenus et la personnalisation des pays dans le cadre de leur expérience apprenante. Le contenu terrain,
être sûr de pouvoir laisser aux pays et laisser aux experts la capacité de pouvoir créer leur contenu et donc par définition adapter à leur population, à leurs besoins. Et ensuite, l'intégration des parties prenantes, ici manager, mais je pourrais me parler de manager, je pourrais parler de membres COMEX, je pourrais parler de membres directionnels, pour être sûr, entre guillemets, d'avoir le soutien des personnes qui dirigent et donc par définition qui accompagnent dans cette logique. Et sinon, c'est tout pour moi. Très bien, donc j'espère que cette présentation vous a plu. Est-ce que vous auriez des questions potentiellement? Oui. Bonjour, merci. Benjamin, moi j'ai 2 questions. C'est l'intégration des managers. Est-ce qu'il intervient une fois que les formations sont faites ou est-ce qu'ils interviennent aussi justement dans le développement du contenu et l'identification des besoins? Et la deuxième question au niveau culturel, donc vous l'avez dit par exemple l'onboarding des US qui est intégré en Allemagne. Comment vous gérez la différence culturelle d'apprentissage? Aux US, le droit à l'erreur, ça fait partie de la formation. En France, on se trompe, c'est pas bon. Donc voilà, comment vous gérez aussi dans un tel groupe la différence culturelle au niveau de l'apprentissage? Alors très bonne double question d'ailleurs dans ce cadre-là. Pour répondre à la première, en amont et en aval. L'une des beautés de l'outil est qu'un manager est en capacité de pouvoir justement transmettre ou assigner une formation à son collaborateur. En disant, tu m'as parlé justement de ce besoin-là, je me suis rendu compte que tu avais des problématiques en termes de démarchage digital, par exemple, ou démarchage téléphonique. Cette formation est intéressante, vu que je l'ai faite de mon côté. Je te la partage, tu es en capacité de la faire. Et en parallèle, le manager est en capacité de voir via un Power BI déjà préintégré, donc pas besoin aussi de faire des créations de son côté, de voir est-ce que la formation a été finie ou non, est-ce qu'elle a été lancée ou non, et potentiellement on va avoir une discussion avec cette personne-là pour voir le pourquoi du comment et créer la discussion en un sens. Donc un vrai capacité entre guillemets de moteur des activités de formation, mais aussi de contrôle des activités. Contrôle, non pas dans le sens bien sûr, un Big Brother du terme, mais dans le rôle en coaching mentoring, dans ce cadre-là. Ensuite, sur l'aspect culturel, très intéressant aussi dans ce cadre-là, et je reviens justement sur les capacités de dialogue entre les différents acteurs. C'est vraiment un dialogue entre les acteurs métiers, ici donc les acteurs learning, pour voir déjà ce qui est possible de faire, bien sûr les possibilités d'adaptation, et un véritable échange. Et globalement, soit entre guillemets on fait vraiment partie au sein du groupe de ces discussions, soit, et même c'est le but final, ne pas être partie de ces discussions. Pour vraiment que les pays soient en liberté, en possibilité d'action, et nous ensuite avoir des échanges potentiellement en one-to-one avec eux sur ces différents sujets, mais vraiment libérer entre guillemets la parole pour être sûr qu'on ne soit pas seulement sur un copier-coller, en effet ça ne marchera pas, c'est une certitude, mais qu'on puisse être dans une possibilité finalement de modification ou de sublimation dans le cadre des différents pays. Avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonjour. Bonjour. On utilise Docebo aussi depuis 2025, oui, février 2025, donc ça fait 1 an qu'on l'utilise. Et j'ai pas compris quel était votre outil de création de contenu, parce qu'on utilise aussi donc 2 différentes. Et je crois que maintenant Docebo va aussi bientôt appliquer en fait son propre content creation. En effet, dans Docebo, vous avez le Content Creator, qui est un outil qui marche un peu sur la même logique de Rise. On va dire un Rise allégé, clairement, mais qui permet, entre guillemets, de pouvoir partager du texte, intégrer des vidéos, intégrer des quiz, des flashcards, globalement, sur le point, avec une facilité d'utilisation. Vraiment, dans ce cadre-là. C'est l'outil qu'on donne à disposition, notamment aux pays de taille moyenne et taille réduite. Ce n'est pas forcément des pays qui ont des licences Agent, qui ont des licences Synthesia, qui ont des licences Articulate, et surtout c'est compris dans le contrat, donc ça leur coûte pas un rond. C'est ça aussi la beauté entre guillemets de la chose. Donc c'est sûr qu'en termes de, pour être entièrement franc, en termes de création, on n'est pas sur une logique optimale, mais c'est pas le but non plus. Par contre, ça permet vraiment de débloquer la situation dans des pays où par définition il n'y avait rien, donc tout peut être que positif dans ce cadre-là. On peut en discuter si vous voulez après. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Sinon, on peut venir sur le stand Docebo F45, où vous pourrez poser toutes vos questions. Merci beaucoup, bon appétit. Les conférences redémarrent à 14h.